Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Grande Tribune, magazine de débat politique en République démocratique du Congo. Au menu de ce magazine, deux thématiques font l'objet de notre débat. La première, kidnapping et enlèvement. L'opposition veut saboter les jeux de la francophonie. C'est une question, mesdames et messieurs. Tentative de réponse dans ces débats. Et puis, processus électoral se dirige-t-on vers un dialogue? Mesdames, messieurs, le débatteur de ce jour, nous avons Monsieur Malutama Kiambi Xavier Patrick. Il est CGA du parti politique ADPD, Action du peuple pour la démocratie. Il est également porte-parole de ces partis membre de l'Union sacrée. Il est également conseiller spécial du président national. Cher Malutama Kiambi, bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci. Il n'est pas seul sur ce plateau. Nous avons Jano Omanyanga. Il nous fait encore l'honneur de revenir sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je salue également mon co-débatteur de ce matin, monsieur Xavier Malutama. Je profite de cette occasion de saluer également nos téléspectateurs, les personnes qui nous suivent à cet instant. Nos salutations vont également nul droit à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, à la personne de Joseph Kabila Kabange. Et ensemble avec le coordonnateur du Front commun pour le Congo, à la personne de Raymond Tchubanda. Merci. Alors, merci beaucoup. Comme d'habitude, dans ces débats, nous commençons toujours avec les biscuits, comme on les dit chaque fois. Est-ce qu'il y a une information au-delà de nos thématiques que vous voulez aborder ou commenter avant d'entrer en détail? Alors, je commence avec vous, cher Jano Manyanga. Est-ce qu'il y a une actualité en dehors de nos thématiques que vous voulez commenter avant de commencer? Merci beaucoup. Alors, dans l'actualité, je voulais juste informer de cette occasion sur l'invitation qui est lancée à la personne de Joseph Kabila par la CENI. Je suis en train de répondre à M. Kadima en lui disant que Joseph Kabila n'est pas organisé, n'est pas autorisé à répondre à cette invitation qui lui est lancée par la CENI, parce que les Fonds communs pour le Congo, les FCC, c'est une structure très bien organisée. Les bureaux du Fonds commun pour le Congo, les FCC, est bien connu. Les bureaux ont des répondants. Les répondants du Fonds commun pour le Congo, c'est Raymond Tchubanda. Mais nous sommes malheureusement ficerait de constater que, au lieu que la CENI invite les répondants du FCC qui est Raymond Tchubanda, mais la CENI invite M. Joseph Kabila Kabange. C'est là que nous sommes en train de nous dire ici
la CENI a mal adressé son invitation et Joseph Kabila ne répondra pas à cette invitation. Plutôt, la CENI doit reformuler son invitation en invitant les répondants du Front commun pour le Congo. Telle est l'orientation, une réponse qu'on devrait donner à la CENI par rapport à sa démarche. Je pense que la CENI a mal adressé son invitation en invitant Joseph Kabila Kabange à se présenter à la CENI et à parler avec Joseph Kabila Kabange. Donc, au-delà d'inviter Joseph Kabila Kabange, vous pensez qu'il n'a rien à apporter ou en termes de contribution par rapport au déroulement du processus électoral, bien que vous demandez à ce que la CENI puisse revoir sa correspondance. Oui, Joseph Kabila Kabange, comme sénateur, il a des choses à apporter par rapport à l'organisation de ce processus électoral. Joseph Kabila Kabange, comme acteur politique, il a annoncé d'ailleurs à Kingakati qui devrait, n'est-ce pas, parler, communiquer à ce qui concerne l'avenir de son pays, qu'il a toujours aimé. Joseph Kabila Kabange a dit qu'il va se prononcer à ce qui concerne l'état de la nation, le processus électoral, n'est-ce pas, la vie de sa population. Mais à ce qui concerne, n'est-ce pas, les relations entre la CENI et les partis politiques, regroupements et d'autres plateformes politiques, ce n'est pas Joseph Kabila qui devrait répondre. C'est plutôt, n'est-ce pas, les répondants du Front commun pour le Congo, des personnes habilitées pour répondre à cette question. C'est de ça que nous interpellons, n'est-ce pas, la conscience de la CENI de pouvoir reformuler la demande. Vraiment. Alors, une précision, vous pensez quand même que la CENI peut inviter individuellement Joseph Kabila? Je ne sais pas si dans les prérogatives de la CENI, il est prévu de pouvoir inviter individuellement des acteurs politiques comme Joseph Kabila Kabange. Je pense comme acteur politique, et vous connaissez, c'est quelqu'un de bon cœur, il est prêt pour partager son expérience en ce qui concerne l'évolution de l'État. Je pense que Joseph Kabila est prêt. Mais sauf Joseph Kabila Kabange a présenté devant sa famille politique à Kingakati de pouvoir, n'est-ce pas, respecter les préalables que nous demandons. Nous nous alignons dans cette approche de la résistance. Qu'est-ce que nous disons la résistance? Dans ce contexte-là qu'il serait invité. Oui, qu'est-ce que nous disons la résistance? Nous sommes dans la résistance, pas pour les régimes en place, ni contre les présidents de la République, mais les FCC est dans la résistance, dans la manière dont la Constitution est violée sous toutes les formes, la manière dont les institutions de la République sont violées, n'est-ce pas? C'est là que nous nous inscrivons dans cette lignée de la résistance, des points de vue du fonctionnement actuel de ces régimes. Donc, dès lors, nous constatons que la voix des FCC n'est pas prise en compte. Il y a violation de loi telle que je l'ai dit ici. Alors, la loi sur la répartition des sièges qui n'a pas été respectée. La désignation des Kadima à la tête de la CENI qui n'a pas représenté l'unanimité. La désignation de juges de la Cour constitutionnelle. La basculation de la majorité parlementaire aujourd'hui à devenir en féodé au président de la République. C'est l'ensemble de tous ces préalables que les FCC ou Joseph Kabila dû développer cette approche de la résistance. Très bien. Alors, cher Maloutama, Xavier Patrick, est-ce que vous avez également une information, une actualité que vous voulez qu'on puissiez partager avec nous avant? Ce que vous appelez biscuit, c'est une culture que personnellement je ne partage pas. Très bien. Il le sait d'ailleurs. J'ai toujours dit en ce qui me concerne qu'un homme d'État n'étale pas ses émotions sur un plateau de télévision. Mais je pense qu'avec tout ce qui a été dit, le débat en fait est déjà lancé. Donc je vais me contenter de répondre à ce qui a été dit. J'ai en face de moi quelqu'un qui voudrait conditionner le processus électoral au bon vouloir d'un individu. C'est ce que personnellement j'appelle avoir les yeux plus gros que le ventre.
Et lorsque je regarde cette situation, je suis vraiment estomaqué parce que l'ex-président de la République a eu à gouverner ce pays pendant 18 ans. Durant son règne, il s'est lui-même trouvé buté à un contexte similaire. Je parle du processus électoral de 2006, où nous avions eu le plus grand parti de l'opposition de l'époque, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir, l'UDPS, avec à sa tête Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le père de l'actuel président de la République, qui avait fait la même erreur de boycotter le processus électoral, avec toutes les conséquences que cela avait entraîné et qu'on avait pu constater par la suite. Alors je suis étonné de voir que quelqu'un comme le président de la République, l'ancien président de la République, qui a toujours été présenté comme quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, de sage, tombe dans les mêmes erreurs alors qu'il sait très bien où est-ce que ça va le mener. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je pense qu'il ne peut pas, pendant ne serait-ce qu'une seconde, penser qu'ils vont obtenir un résultat contraire. En 2006, mon cher ami, l'UDPS avait boycotté le processus électoral. Le ciel n'était pas tombé, le monde n'avait pas arrêté de tourner. Nous avons eu des élections dans ce pays sans l'UDPS. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui avec le FCC, de triste mémoire pour ce pays. Nous allons aux élections sans le FCC, mais nous aurons des élections, il y aura des institutions demain, il y aura l'Assemblée nationale, il y aura le Sénat, et ça sera sans le FCC. Et je pense que personne en réalité ne le regrettera. Donc, pour moi, je pense que il y a un profond étonnement du fait que pour quelqu'un, ou bien pour des gens qui ont été au pouvoir pendant aussi longtemps, qui en maîtrisent les arcanes et les secrets, commettre des erreurs politiques aussi, c'est des erreurs de débutants. Je trouve ça vraiment étrange. Je trouve ça vraiment étrange et bon, voilà. Donc, pour moi, l'actualité aujourd'hui, parce que là, si vous me posez la question sur l'actualité, l'actualité pour nous, aujourd'hui, c'est le processus électoral. Nous sommes en train de nous préparer avec les listes de nos candidats au niveau de notre regroupement. Et la date limite fixée par la CENI étant le 20, nous sommes déjà le 6, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour remplir toutes les conditions et aller déposer les listes de nos candidatures au niveau de la CENI. Et c'est ce à quoi nous sommes affairés en ce moment. Alors, nous prenons la toute première question. Elle était de savoir kidnapping et enlèvement. L'opposition veut saboter le jeu de la francophonie. C'est une question que l'opinion se pose. Comment avez-vous d'abord... quelle est votre lecture par rapport à ces dossiers qui est en cours d'ailleurs avec le procès? Quel est votre point de vue? La question suggérait que c'est l'opposition qui organise les kidnappings pour saboter la tenue des Jeux de la francophonie. Non, c'est un peu tiré par les cheveux. On est en politique, on est des adversaires, mais il ne faut pas exagérer non plus. Je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui en arriver là, que dire que c'est l'opposition, mais je dirais plutôt qu'effectivement, il y a une main noire qui manipule ces événements. C'est cette question que nous voulons bien. Oui, mais parce que quand vous liez ça à la francophonie et que vous pointez... Enfin, vous avez suivi les réactions de certains pays qui devront normalement participer à ces jeux. Mais cela accuse également qu'à Kinshasa, il y a l'insécurité. Oui, mais cela était déjà le cas avant même qu'on puisse mettre la main sur le réseau de kidnappeurs. Le Canada avait déjà annoncé sa non-participation, le Rwanda également dans la foulée. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à l'insécurité. Et du reste, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de la DPD, nous ne sommes pas non plus favorables à la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Pour quelle raison? Mais parce que nous considérons, nous, que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre, on est un pays agressé par le Rwanda. Et un pays qui est en guerre ne peut pas organiser des Jeux.
On ne joue pas pendant qu'on est agressé. Donc pour nous, c'est le contexte qui fait que nous ne pouvons pas organiser les Jeux de la francophonie, c'est la guerre à l'est de notre pays. Et non l'insécurité. L'insécurité également est un élément qui doit entrer en compte. Mais l'insécurité, en fait, nous avons des instances qui sont habilitées à gérer cette question et qui le font avec maïstria. J'en veux pour preuve qu'il a été présenté il y a quelques jours au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plus de 45 personnes qui feraient partie de ce réseau de kidnappeurs ici à Kinshasa. Donc les services de sécurité font bien leur travail. Mais j'aimerais plutôt revenir sur le fait qu'effectivement, il doit y avoir une main noire qui manipule cette insécurité que je dirais artificielle. Pour moi, c'est une insécurité qu'on est en train de manipuler pour traumatiser la population à des fins obscures. Pourquoi je le dis? Vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont été présentés au niveau du ministère de l'Intérieur, ce sont des gens qui étaient dotés d'instruments, d'une logistique. Il y avait des véhicules. Ils étaient connectés entre eux. Ils avaient des téléphones, des numéros. Ils ont des endroits où ils opèrent. C'est des parcelles bien clôturées. Et tout ça, c'est la logistique, c'est des infrastructures, c'est de la logistique. Ça demande de l'argent. Et lorsque vous observez les gens qui ont été présentés au VPM intérieur, ce n'est pas des gens qui bénéficient de gros moyens financiers. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui vivent dans l'opulence, ce n'est pas des gens aisés. Mais c'est des gens qui ont été financés pour faire ce travail-là. Il y a des infrastructures qui ont été mises à leur disposition, parce que lorsqu'ils donnent les adresses des parcelles où ils ont opéré leur crime, il faut chercher à savoir à qui appartiennent ces parcelles, si c'était en location. Il faut connaître tout ce contexte-là, parce que c'est comme ça qu'on pourra remonter la filière. Bon, ici, moi, je me lance dans une simple réflexion, sans pour autant orienter l'enquête. Je sais que les enquêtes sont en cours, mais à ce stade, moi, au nom de mon parti politique, je voudrais féliciter les services de sécurité, féliciter le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui fait un travail qui rassure la population. Mais en même temps, je voudrais appeler la population de Kinshasa à la vigilance, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une insécurité béante, criante à Kinshasa, mais à y réfléchir, c'est une insécurité qui est manipulée. Il y a une main noire qui se cache derrière, et je pense qu'avec la volonté et la détermination des services de sécurité et de renseignement que nous pouvons percevoir au travers des résultats déjà qui sont sur le terrain, je pense que nous pouvons espérer revenir à une situation plus calme sur le plan de la sécurité au niveau de Kinshasa dans les prochains jours déjà. Alors, Monsieur Jeannot Manyanga, quelle est votre lecture quant à ce dossier? Merci beaucoup. Avant de pouvoir d'abord répondre à cette question, je voulais aussi faire quelques recadrages pédagogiques, parce que je vois mon co-débatteur vient de dire que le FCC est en train de conditionner, n'est-ce pas, le processus électoral à la personne de Joseph Kabila Kabange. Je voulais ici en appeler l'opinion publique, n'est-ce pas? Chaque famille a son organisation, n'est-ce pas? Si vous me posez la question de savoir qui est le répondant direct de l'IDPS, on sait c'est Kabouya. Si vous me posez la question qui est le répondant direct de AFDCA, on sait que c'est Bahati. N'est-ce pas? Si vous posez à l'opinion, les répondants, n'est-ce pas, du FCC, c'est Raymond Tchibanda. On ne peut pas faire des chevauchements dans la manière de faire les choses. Les répondants du FCC, c'est Raymond Tchibanda. Alors, lorsque une institution prestigieuse comme la CENI invite Joseph Kabila, individu, nous sommes en train de nous poser la question, nous sommes dans quel type d'organisation de l'organisation? Déjà, la CENI au préalable montre à suffisance que
sa manière d'organiser les choses n'est pas bonne, même dans l'administration. Donc les simples choses, les respects de l'administration, qui vous donne au moins la miroir de votre maison, c'est l'administration. Lorsqu'au niveau interne, la CENI n'arrive pas à organiser son administration, nous disons que la CENI a un problème. C'est ainsi que nous sommes en train de nous dire ici que Joseph Kabila ne répondra pas à l'invitation de la CENI. Pour répondre à cette question, parce que vous avez dit ce qui s'est dit au niveau du pouvoir, que l'opposition est en train de saboter l'organisation des Jeux de la francophonie. Cher Daniel, nous devons d'abord commencer par les préalables de l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour décrocher cette autorisation de l'organisation des Jeux de la francophonie a commencé en 2012 avec les FCC au pouvoir. Donc c'est-à-dire ce régime ici a hérité un travail en amont qui a été fait en 2012. Mais aujourd'hui, les faits qui sont relevés par la population dans la ville de Kinshasa, est-ce que ce sont des faits fondés ou non fondés? Les phénomènes kidnapping, c'est une réalité que nous vivons à Kinshasa. Oui. Vous allez vous constater que ces phénomènes viennent de commencer à Kinshasa, mais ça a commencé pendant un temps à Lubumbashi. Moi, je vis à Lubumbashi et ma famille est ici. Je viens de temps en temps. Et ce phénomène est en train d'agir fortement à Lubumbashi depuis 2020-2021. Et du coup, ce phénomène quitte la ville de Lubumbashi, s'installe dans la ville de Kinshasa. Nous sommes nous sommes déçus de constater que les régimes et quoi? Les gouvernements ont un rôle de pouvoir protéger, n'est-ce pas, la population. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement à la personne de Patrick Mouyaya. C'est Patrick Mouyaya qui est le représentant du gouvernement qui est en train de dire que ces phénomènes kidnapping sont organisés pour ne pas permettre à l'organisation, n'est-ce pas, de l'organisation des Jeux de la francophonie. Or, le gouvernement est là en appui de la population, parce que la population est considérée comme les faibles qui devraient être protégés, n'est-ce pas, par le gouvernement, par l'autorité publique. Deuxième élément, aujourd'hui nous venons de constater l'arrestation, n'est-ce pas, des kidnappeurs. Mais nous constatons, nous de l'opposition, un kidnappeur qui a été arrêté lorsqu'on fait la perquisition chez lui à la maison. On trouve ce dernier avec un véhicule immatriculé Hôtel de Ville. Mais je suis en train de poser la question à l'Hôtel de Ville, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut expliquer à la population quelle est la modalité d'octroi, n'est-ce pas, des plaques d'immatriculation de l'Hôtel de Ville à des individus qui n'appartiennent pas, n'est-ce pas, à l'Hôtel de Ville? Autre élément, la plupart des hauts cadres de l'ACP, un parti politique qui est considéré comme fait privé, n'est-ce pas? La plupart sont en train de rouler dans la ville avec des plaques de l'Hôtel de Ville. Vous assimilez les biens de l'État. Oh, la loi dit ceci. Les biens de l'État ne sont pas sont inaliénables. N'est-ce pas? Alors, c'est ici, devant la population, que nous interpellons le gouvernement provincial. Les gouverneurs de la ville, les ministres provinciaux de l'Intérieur, les ministres provinciaux des Transports, ils doivent répondre à l'organisation, n'est-ce pas, de ce kidnappeurs qu'on a trouvé avec des plaques d'immatriculation de l'hôtel de ville. Autre élément, nous venons de voir les kidnappeurs, mais il faut comprendre que ça a un réseau. Les kidnappeurs, ils sont dans l'opération. Ces kidnappeurs sont en train, n'est-ce pas, d'enlever les organes des êtres humains pour la vente qu'ils sont en train de faire. C'est une question que Patrick Mouyaya n'a pas pu attribuer quand on regarde le suspect, où on ne peut pas associer ce trafic d'organes à ces jeunes garçons, parce que ça demande beaucoup de réflexion, oui. Ça demande beaucoup de réflexions, ça demande des études approfondies, que je constate
que Patrick Mouyaya, qui est le répondant du gouvernement, n'a pas soulevé ces points. Je suis en train de faire réfléchir le ministre de la Communication, les représentants du gouvernement. Lorsque vous arrêtez les gens qui sont en opération, je pense qu'il y a des docteurs, il y a des endroits spécialisés avec des matériels spécialisés pour enlever ces organes. Parce que ces organes, on ne peut pas les lever comme on a levé n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a même des docteurs, les corps médicaux, n'est-ce pas, qui entrent en jeu dans ces phénomènes. Lorsque nous quittions les stades des docteurs, une autre étape, c'est celui d'évacuation de ces organes. Cher camarade, à la frontière, ces organes ne sont pas déplacés comme nous déplaçons les Makayab ou les Ndakala, ainsi de suite. Ce sont des organes qui sont réellement checkés à la frontière. Il faut identifier. La DGM a le travail, n'est-ce pas, de pouvoir identifier la personne qui transporte ces organes. Les services quarantaine à la frontière a aussi le travail de pouvoir checker les marchandises ou les produits qui vont à l'extérieur. Mais nous sommes en train de constater cette chaîne de complicité, n'est-ce pas? Vous nous présentez que les kidnappeurs, vous ne nous présentez pas cette chaîne, n'est-ce pas, de l'opération. C'est un circuit, ça, un réseau très bien organisé. C'est là que nous faisons l'appel au gouvernement, n'est-ce pas? Vous devrez nous présenter les personnes qui travaillent à la frontière à la DGM. Pourquoi ils laissent passer ces organes? Parce que ces organes sont emballés dans des récipients très bien escortés. Et comment ça passe à la frontière? Comment ça passe dans nos frontières? Que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, nous constatons que les services de la DGM est là pour traquer les opposants à la frontière, les Matatampogno et les autres. Mais cette organisation des bandits, on est en train de les laisser passer sans pour autant qu'ils soient... On retient que l'autorité publique a failli à sa mission qui a pour objet d'ailleurs de protéger la population selon tout ce que vous venez de dire. Alors, cher Xavier et Patrick, quelle est votre réaction par rapport à propos de M. Jeannot? Quand vous avez introduit la question, qu'on accuserait l'opposition d'être derrière le kidnapping, je ne faisais pas le rapprochement, mais avec les éléments qu'il a donnés, je suis un peu plus édifié parce que c'est une question que je ne maîtrisais pas. Il a dit ici que ce phénomène de kidnapping a été déjà présent à Lubumbashi. Bon, et vous savez que Lubumbashi, c'est le fief de l'opposition. Vous avez là-bas Kabila, Moïse Katumbi, ainsi de suite. Et que de voir qu'à cette période-ci, on exporte ce phénomène d'insécurité qui aurait été déjà établi à Lubumbashi, qu'on l'exporte à Kinshasa, je peux y voir effectivement... des liens. Oui, ça commence à devenir perceptible. Je vous avoue que lorsque vous avez introduit le sujet, je ne voyais pas le lien. Mais après l'avoir écouté, j'ai compris qu'effectivement, il pouvait y avoir des ramifications de ce côté-là, parce qu'un phénomène qui existe, selon mon compatriote, qui en a parlé comme témoin, parce qu'il dit qu'il vit à Lubumbashi, il vient à Kinshasa de temps en temps, et il témoigne sur ce plateau que ce phénomène existe depuis longtemps à Lubumbashi. Il a parlé de 2020, il me semble. Et qu'à cette période où nous avons l'organisation des Jeux, auxquels l'ADPD, que je représente sur votre plateau, ne soutient pas l'organisation sur le sol congolais par rapport au fait que nous sommes en guerre. Dans cette période où nous préparons, nous, les élections auxquelles certaines personnes ne sont pas partie prenante, et de voir que c'est dans cette période-ci qu'on exporte un phénomène d'insécurité de Lubumbashi à Kinshasa, je pense que ça pose effectivement question et que ça peut nous conduire effectivement à certaines pistes. Alors, tout ça retombe sur les régimes actuels. À qui profite cette question de kidnapping?
Mais je crois que la réponse est dans la question. Allez-y. Mais vous aviez dit ici que on dit que c'est l'opposition qui manipule pour qui crée l'insécurité pour arriver à certains objectifs. Vous avez parlé ici des Jeux de la francophonie. J'y ai rajouté la tenue des élections. Et ben voilà, je pense que il faut constater que effectivement, si Kinshasa tombait dans la psychose de l'insécurité, il serait difficile d'organiser des manifestations sportives, il serait difficile d'organiser les scrutins. Donc effectivement, le timing est quand même suspect. Que ce soit à ce moment-ci qu'un phénomène d'insécurité bien installé à Lubumbashi fasse le voyage de Lubumbashi à Kinshasa, le timing est quand même suspect et ça porte sincèrement à réflexion. Mais je pense que tout cela est voué à l'échec. Si réellement il y a des acteurs politiques qui se cachent derrière cela pour atteindre certains objectifs politiques, moi je leur conseille tout simplement de cesser avec ça, parce que cette population, c'est notre population, ce sont nos compatriotes, à moins d'être étrangers. Si vous êtes étranger, je peux comprendre que Obomi congolais, Obomi Ndekonaote, ça je peux le comprendre. Mais si vous êtes congolais, vous ne pouvez pas tuer vos compatriotes, vos frères, pour atteindre des objectifs politiques. Ça n'a pas de sens, puisque c'est cette population que nous voulons gouverner demain. Et si nous la tuons aujourd'hui pour atteindre cet objectif, nous risquons de nous retrouver demain au pouvoir sans personne à gouverner, parce qu'on aura tué tout le monde pour arriver au pouvoir. Donc il faut revenir aux règles démocratiques. Si on veut arriver au pouvoir, il faut participer aux élections, il faut gagner les élections, et c'est comme ça qu'on arrive au pouvoir. Voilà pourquoi nous, l'ADPD, nous nous inscrivons dans notre participation au processus électoral. J'aimerais quand même rappeler ici que au début de ce processus électoral, lorsque l'ADPD avait constaté qu'il y avait la guerre à l'est du pays, nous, l'ADPD, nous avions conditionné notre participation aux élections au retour de la paix à l'est du pays. Mais nous avons dû évoluer avec des concertations que nous avons eues avec certains hauts cadres du pays, qui nous ont fait comprendre que le chef de l'État était réellement préoccupé par la situation sécuritaire de l'Est du pays, mais qu'il était également préoccupé par le respect des délais constitutionnels. Et que quand on est président de la République, on doit relever tous les défis au même moment. Donc il est sur tous les fronts. Il est sur le front sécuritaire, il est sur le front du processus électoral, parce que le mandat présidentiel est un quinquennat. Donc chaque 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Nous avons eu des élections en retard en 2018. Ce sont des élections qui auraient dû se tenir en 2016. Et il serait dangereux que dans la culture congolaise, que nous puissions penser que oui, on doit avoir des élections 5 ans après, mais on peut glisser 2 ans, c'est pas grave. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Il n'y aura pas mort d'homme, c'est notre démocratie. Et donc, c'est ça que le président de la République tient absolument à éviter. Donner naissance à une démocratie à la congolaise, où on inclurait la culture du glissement dans la culture de la démocratie. Ça donnerait autre chose que la démocratie, parce que la démocratie, c'est tout simplement le respect des textes. Et les textes sont clairs. Le mandat du président de la République étant de 5 ans, le mandat est un quinquennat, et bien chaque 5 ans, il faut qu'il y ait des élections. Et donc le chef de l'État veut corriger cela. Il veut corriger le fait qu'en 2016, il n'y ait pas eu élection, qu'on les ait eu 2 ans après. Tout le monde a appelé ça le glissement. C'est même rentré dans le vocabulaire local. Aujourd'hui, quand on parle de glissement, tout le monde sait de quoi on parle, et ce n'est pas normal. Donc il faut revenir à la normale, et c'est le combat, l'un des combats du chef de l'État aujourd'hui, de revenir à la normale, de respecter la Constitution. Je rappelle que ADPD est membre de l'Union Sacrée, et puis M. Janon a soulevé un point selon lequel le pouvoir public a échoué à sa mission de protéger la population. Et puis, à l'entendre, vous vous plaignez beaucoup, vous cherchez toujours à qui accuser dans tout ce qu'il y a comme problème au Congo. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, j'avais la parole, je n'avais pas terminé. Allez-y. Je voulais lui répondre parce qu'il donnait certains éléments.
et il disait qu'il fallait présenter également les autres maillons de la chaîne. Mais c'est tout à fait vrai, mais ce qu'il doit savoir, c'est que l'enquête n'est pas terminée. Le fait de présenter ceux qui ont été pris dans les mailles, dans les filets de la sécurité, ne veut pas dire que l'enquête est suspendue ou arrêtée. L'enquête continue. Et donc, lorsque l'enquête continuera jusqu'à arriver à une certaine étape, il peut être sûr qu'on présentera les coupables devant la presse. Parce qu'en fait, lorsqu'on les présente, ce n'est pas pour leur faire de la publicité. De la même manière qu'on a voulu actionner une action psychologique pour installer la peur et la terreur dans la ville de Kinshasa, pour enrayer cet élan, il fallait présenter les suspects, ou plutôt les coupables puisqu'ils ont avoué. Il fallait les présenter à la presse pour que l'opinion sache que voilà ce qui se passait, comment ça se passait, et voici ceux qui en étaient les auteurs sur le terrain. Les auteurs moraux sont encore... en fait, je ne veux pas m'avancer. Je ne connais pas le niveau exact de l'enquête, mais je sais que l'enquête reste en cours. J'ai quand même suivi les informations à ce sujet. Donc l'enquête n'est pas terminée, elle se poursuit. À la question de savoir, quand tout va bien, c'est l'union sacrée. Quand tout ne marche pas, c'est l'opposition qui est à la base. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je pense que... plaindre à tout moment et accuser la faute... la faute à l'opposition. Je n'ai pas vu où était la plainte ici. À partir du moment où on a arrêté des gens et qu'on a présenté à la presse, je ne pense pas que cela soit une plainte. Hein, je vous ai dit ici que c'est une action psychologique pour tranquilliser la population qui était terrorisée. Donc ça prouve tout simplement que les services de sécurité, de renseignement font bien leur travail. Et en tant que compatriotes, il faudrait plutôt saluer ce travail-là pour les encourager à faire davantage. Et c'est ce que moi je fais en tant que citoyen, au nom de mon parti politique. Je félicite les forces de sécurité, de renseignement pour le travail abattu sur le terrain et pour les résultats. Non, la question reste encore. Le problème ici, c'est que apparemment, quand tout va bien au Congo, tout marche, c'est l'union sacrée qu'il faut acclamer. Quand quelque chose, quels que soient les domaines, sécurité économique, sociale, ça c'est pas un problème. Si quelque chose ne marche pas, c'est l'opposition qui est à la base. On l'a vu avec la question des farines, des maïs à Lubumbashi, c'était l'opposition. Mais pourquoi vous vous plaignez à tout moment? C'est ça la question. Mais moi, je n'ai entendu personne se plaindre. Mais je pense tout moment accuser l'opposition, être à la base? Parce que vous avez parlé des mains noires, la main noire. Oui, en fait, la main noire, on la constate. Il suffit d'avoir un peu de bon sens pour comprendre que des gens ne se réveillent pas un beau matin, se mettent à enlever d'autres personnes avec des véhicules qu'ils ont eus comme ça, par hasard, les amener dans des parcelles qu'ils auraient eues par hasard. Et non, c'est toute une organisation. Voilà pourquoi j'ai parlé de main noire. Mais rappelez-vous que lorsque vous avez introduit la question, j'ai dit de manière spontanée que pour moi, accuser l'opposition, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais lorsque mon compatriote d'en face a donné les éléments clairs, une information que je n'avais pas au départ, j'ai compris pourquoi effectivement certaines personnes pouvaient soupçonner l'opposition. Je vous rappelle ici que le bastion aujourd'hui de l'opposition, c'est à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Joseph Kabila. Mais mon compatriote d'en face l'a dit, que ce phénomène de kidnapping existe depuis 2020 et se portait très bien à Lubumbashi et qu'on l'a simplement exporté ici à Kinshasa. Donc le lien n'est pas difficile à faire. Et les personnes qui réfléchissent comme ça, je ne peux pas leur porter l'anathème. Je peux plutôt suivre ce raisonnement-là et me dire qu'il y a une certaine cohérence. Donc effectivement, et lorsque je dis cela, ce n'est pas se plaindre. Très bien. Ce n'est pas se plaindre, c'est constater tout simplement qu'il y a des liens entre certaines personnes et certains faits qui s'exportent un peu trop facilement de Lubumbashi à Kinshasa. Voilà. Alors, cher Jeannot, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ces débats? Je comprenne notre deuxième thématique. Je ne suis pas d'accord avec les propos de mon co-débatteur. Allez-y. Je le prends à mot. Mon co-débatteur dit ceci. Ces phénomènes de kidnapping dans la ville de Kinshasa, c'est une action psychologique pour tranquilliser la population. La population, vous êtes en train de nous suivre, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon co-débatteur. Donc, l'action initiée par la police, selon mon co-débatteur, est là, n'est-ce pas, pour
tranquilliser la population de la ville de Kinshasa de ce que nous vivons du concret. Selon ce propos-là, ce n'est pas moi. Lorsqu'il dit le problème de la ville de Kinshasa et de la ville de Lubumbashi. Excusez-moi, je me permets de poser la question parce que je n'ai pas compris. Vous avez la parole, hein, mais je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Non, effectivement, dans vos propos, vous venez de dire que vous avez argumenté en disant que cette action d'arrestation des kidnappeurs, c'était juste une action psychologique pour tranquilliser la population. Là vous allez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il est en train juste de faire... Non, l'action psychologique, c'est le fait de les présenter aux médias. C'est de cela dont je parle. Bon, quand on les arrête comme ça... on ne le prend pas comme ça. Prenons ça comme ça. C'est ça que moi j'ai dit. Il a la parole, mais il faut préciser parce que sinon vous allez mettre en bouche ce qui n'a jamais été dans ma bouche. Donc je tiens simplement à préciser cela. Moi, ce que j'ai dit ici, c'est que le fait de présenter les coupables à la presse, c'est une action psychologique pour tranquilliser. Mais le fait de les arrêter, c'est leur travail, ils le font. On en arrête tous les jours. Je vais au-delà de ça. Voilà. Je vais au-delà de ça. Merci. Il a évoqué un point ici en disant que Lubumbashi, c'est les bâchons de l'opposition. Oui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que le gouverneur Kaboula n'est pas de l'opposition, il est du pouvoir. Or, nous avons constaté une chose à Lubumbashi. Rappelez-vous, avec la situation Covid, l'organisation de bouclage dans la ville de Kinshasa, partout ailleurs, jusqu'à aujourd'hui à Lubumbashi. Depuis la période de Covid, qui était en fin 2019, la ville de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui est en bouclage. Kinshasa? Ou à Lubumbashi. La ville de Lubumbashi ou de Kinshasa? Non, la ville de Lubumbashi. N'est-ce pas? La ville de Lubumbashi est en bouclage depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Si vous y arrivez, lorsque vous quittez l'aéroport, Carrefour, il y a des barrages chaque 18 heures en fin de route. C'est depuis 2019, je pense, début 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Lorsqu'on arrête les kidnappeurs, d'ailleurs mon oncle, qui est policier, que je salue en passant, a arrêté un kidnappeur il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines. À Lubumbashi? À Lubumbashi. Okay. Lorsqu'on arrête les kidnappeurs, la plupart, on constate que ce ne sont pas des choix. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, des provinces voisines. Ça suscite presque des tensions entre les ressortissants, les natifs de Lubumbashi, et les gens qui sont venus d'ailleurs. Vous connaissez la situation. Vous comprenez? C'est une situation réelle. Comment expliquer dans une ville qui est en bouclage pendant 3 ans, mais les phénomènes kidnapping très accentués dans la ville? Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous constatez que l'armée et la police n'arrivent pas à traquer les criminels, donc les criminels se trouvent dans l'armée. Je conclus en disant que pendant une période, lorsque le régime ici est arrivé en place, la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa vit un phénomène bizarre que nous n'avons jamais, que nous avons connu dans ce pays. Donc les criminels, à ma conclusion, se situent, n'est-ce pas, soit dans l'armée ou soit dans la police. Rappelez-vous avec les phénomènes des groupes, d'un groupe brigade, une brigade qu'on avait arrêtée ici à Kingaboa, qu'on devrait déverser dans l'armée. Cette brigade a eu à disparaître comme ça. Mais ils sont où? Soit ils sont dans l'armée, soit ils sont dans la police. C'est là que nous déplorons ces phénomènes. C'est un phénomène que nous n'avons pas eu à vivre qu'il y a toutes ces années ici. Donc, qu'on quitte... Vous ne donnez pas raison à M. Xavier Patrick d'avoir... Parce qu'il est en train de dire que c'est un réseau bien organisé, qu'il faut démanteler. Effectivement, c'est un réseau bien organisé. L'arrestation, qu'on ne puisse pas prendre ces phénomènes kidnapping comme si ça commençait lors de l'arrestation de ces assaillants. Donc, cette opération a commencé avant ça. Comment ils transportaient ces organes? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est-à-dire que ce trafic se faisait déjà des années dans nos frontières, dans les frontières qui sont gérées par les régimes. Parce que ça ne date pas le jour où Kassongo a arrêté ce kidnappeurs. C'est une action qui a commencé avant, n'est-ce pas? Alors, les régimes qui taxent toujours l'opposition dans tout, les régimes est en train de dire que
c'est l'opposition qui est en train d'instrumentaliser les membres de pays de l'OIF de ne pas participer dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Lorsque ce gouvernement est allé prendre l'argent de la francophonie pour organiser ce 9e jeu, est-ce qu'il y avait l'opposition? Les revendications, les raisons données par le Canada et le Centre Wallonie-Bruxelles, ça n'a rien à voir avec les kidnappings. Centre Wallonie-Bruxelles dit ceci: nous ne participerons pas à ce 9e jeu de la francophonie à cause des infrastructures qui ne répondent pas aux normes. Où est le lien de kidnapping et les liens de l'opposition? Parce que les revendications du Canada et d'autres puissances ne répondent pas à ce qui ne sont pas liés à ce que le gouvernement est en train de taxer, est tenté de taxer l'opposition. C'est les faux fuyants. Donc, en conclusion, ce qu'il faut comprendre, le gouvernement en place est en train de prendre à la légèreté à ce qui concerne l'organisation de l'État. Comme l'État n'existe pas, l'État se retrouve dans la rue. C'est ainsi qu'il y a plusieurs phénomènes liés à ça à cause de l'inexistence de l'État comme État. Merci beaucoup. Alors, par rapport, il a fait un constat de lien qui se trouverait entre Lubumbashi et Kinshasa. Puisque vous êtes d'avis de ce que vous lui donnez maintenant raison. Non, non, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis avec. Je ne suis pas d'avis avec. Il a expliqué. Ce qu'il a dit. Je viens de l'expliquer ici, n'est-ce pas? Je viens de l'expliquer. Si je peux vous répéter, la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi est en bouclage par les militaires du gouvernement pendant 3 ans. Mais pendant cette période, ce phénomène a plus d'ampleur dans la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas? Mais c'est inexplicable. Comment expliquer une ville hautement sécurisée, mais ces phénomènes kidnapping bat son plein dans ce coin-là? L'opposition, la ville de Lubumbashi, j'enlève cet équivoque dans les têtes des Congolais, n'est-ce pas? Le gouverneur qui est là, le gouverneur, il est de l'Union sacrée. Vous avez vu A.G. Matembo Toto réunir, n'est-ce pas, les Katangais ici, n'est-ce pas, dans le but de pouvoir soutenir le président de la République. Il ne faudrait pas conclure que lorsque Moïse Katumbi trouve résidence à Lubumbashi, effectivement, il faut lier Moïse Katumbi à ces phénomènes. C'est sa résidence depuis que le gouverneur. Il n'a jamais connu d'autre résidence ailleurs en dehors de sa résidence à Lubumbashi. Et Joseph Kabila est à Lubumbashi depuis toutes ces années ici. C'est comme ça qu'il vit. Avant qu'il soit au pouvoir. Est-ce que ces phénomènes existaient? C'est là où que tout doit commencer. Avant qu'il devienne au pouvoir, est-ce que ces phénomènes-là existaient dans la ville de Lubumbashi? Est-ce que ce phénomène-là existait dans la ville de Kinshasa? C'est un héritage que ce régime-ci est en train de la déléguer à la population congolaise. Ce que j'aime de l'esprit ouvert de mon co-débatteur. Mon co-débatteur, il est de l'Union sacrée, mais lorsqu'il s'agit de condamner des actions de l'Union sacrée, il est fait à toute conscience. Vous avez vu, lui-même, il n'est pas d'accord, n'est-ce pas, avec des propos tenus par le gouvernement d'indexer l'opposition dans l'organisation. J'aime son esprit ouvert. Merci beaucoup. Alors, on prend notre deuxième point, c'est par rapport au processus électoral. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers un dialogue? Alors, je commence avec Monsieur Xavier Patrick, parce que vous avez terminé à parler. Est-ce que vous sentez qu'il n'y aura pas élection? Les trains de la centrale électorale sera arrêté? Ben, écoutez, nous sommes à deux sur ce plateau. Cette question, si vous la posez, vous ne pouvez me la poser qu'à moi, parce que en face de moi, ils ne sont pas partie prenante au processus électoral. Donc, le dialogue, en fait, il doit être permanent. On est venu sur ce plateau, nous dialoguons. On se voit dans la rue, on dialogue. Donc, le dialogue, en réalité, il est permanent. Et le fait de dialoguer ne peut pas empêcher le processus électoral de se dérouler normalement. Donc je pense que se parler, c'est normal, mais ça n'implique pas qu'on doive arrêter le processus électoral pour se parler. On peut se parler tout en allant voter, on peut se parler tout en mettant
son billet de vote dans l'urne. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'aimerais revenir un peu à une petite chose pour préciser. Ok. Je veux bien me faire comprendre par rapport à la question de l'insécurité qui venait de Lubumbashi. J'ai précisé ceci. La manière dont ce réseau se déploie, vous comprenez qu'il y a une organisation, qu'il y a des moyens financiers, des moyens logistiques et infrastructurels qui sont mis à la disposition de ce réseau de kidnappeurs. Que ce soit comme à Lubumbashi ou à Kinshasa. Parce que lorsqu'on kidnappe quelqu'un, il faut avoir un lieu pour pouvoir amener la personne. Oui. Il faut que ce soit un lieu assez spacieux, insonorisé. Il faut prendre certaines dispositions pour ne pas se faire prendre. Okay. Et pour parvenir à prendre ces dispositions-là, il faut des moyens. Lorsque je dis que le Haut-Katanga aujourd'hui peut être considéré comme le bastion de l'opposition, c'est simplement par le fait que cette province-là abrite deux grands leaders de l'opposition qui sont Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Okay. Donc en cela, même si le gouverneur Kiaboula n'est pas de l'opposition, mais du moins vous avez dans cette province deux grands leaders de l'opposition qui y résident. Et c'est curieux de voir que une insécurité qui était permanente là où ces deux leaders de l'opposition résident habituellement se voit transporter, ou si vous voulez exporter du jour au lendemain avec facilité de Lubumbashi à Kinshasa. Parce que ça demande des moyens. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais il me semble qu'il y en a un qui a dit à la télé qu'il venait de Lubumbashi. J'en ai pas vraiment le souvenir. Très bien. Alors quand on fait le recoupement de tout ça, il y a fort à penser qu'effectivement, puisque déjà nous pouvons constater que c'est un réseau qui est organisé, qui est financé et qui est déployé. Maintenant, si on cherche l'auteur ou bien ou les auteurs de ce réseau, lorsqu'on s'appuie sur l'élément qui nous a été donné par mon compatriote que c'est un phénomène qui existait déjà à Lubumbashi, mais je pense qu'on a déjà une piste sérieuse. C'était ça l'objet de mon propos. Maintenant, pour revenir au processus électoral, je chute par le fait que pour avoir personnellement travaillé à la CENI, à l'époque de l'abbé Malou Malou, on avait créé au sein de la CENI ce qu'on a appelé le cadre de concertation. Oui. Ce cadre de concertation, en fait, c'est un cadre qui permet au président de la CENI de parler non seulement avec l'opposition, mais même la majorité. Vous savez que même nous, de la majorité, nous pouvons avoir des questions à poser au président de la CENI d'ordre technique, d'ordre logistique. Et ce cadre de concertation nous permet, nous, acteurs politiques, d'aller vers la CENI pour poser nos questions et nos desiderata. Mais cela ne bloque pas le processus électoral. Donc, j'aimerais ici éclairer la lanterne de l'opinion. Ceux qui pensent encore que nous n'allons pas aller aux élections, que nous allons vers un dialogue, que ce dialogue va nous amener vers un partage de gâteaux, comme ça a été la tradition à l'époque du régime passé, ben moi j'aimerais leur dire qu'ils sont en train de se leurrer. Nous sommes réellement en train d'aller aux élections. Nous allons avoir des élections. Pourquoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État est soucieux de respecter la durée de son mandat qui est de 5 ans. Merci. Ça veut dire un quinquennat. Et il n'ira pas au-delà, il va respecter les délais constitutionnels. Nous allons avoir des élections dans ce pays au mois de décembre. Félix Tshisekedi sera réélu président de la République pour un second mandat. Et nous allons l'accompagner pour composer sa prochaine majorité parlementaire. Alors, il y a Moïse Katumbi, dans leur mémorandum rendu public, il demande la libération de prisonniers politiques afin qu'ils puissent également participer. Il conditionne leur participation et ainsi de suite par la libération des prisonniers politiques. Quelle est votre analyse? Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Et puis, il devrait pouvoir identifier les personnes dont il parle. Il y a Kabonde qui est en prison, parce que vous voulez en savoir. Il y a Franck Diongo qui a été arrêté. Vous savez, il y a Matata Pogno qui a également un dossier à la justice. Voilà, donc en fait, c'est là où je voulais en venir. Allez-y. Ce pays veut donner l'impression que dès lors qu'on est dans l'opposition, dès lors qu'on proclame sa candidature à la présidence de la République,
on se place au-dessus de la loi. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Si aujourd'hui Matata est arrêté, pour moi, ça serait une chose normale. Ok. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une arrestation qui viendrait en retard. Et ça n'a rien à voir avec la politique. D'autres personnes que vous avez citées, mais il faut regarder les cas. Il y a des dossiers sécuritaires. Et ces dossiers-là, c'est un peu un raccourci trop vite pris, facilement pris, que de dire que ce sont des prisonniers politiques. Je pense que le président de la République est issu d'un combat d'un combat politique long de plus de 35 ans dans l'opposition. Et le taxer aujourd'hui d'avoir des prisonniers politiques, je trouve que ça dénote même d'une inconscience. Il n'y a aucun prisonnier politique dans les prisons aujourd'hui. C'est vrai? Je vous l'affirme. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, ce sont des dossiers judiciaires, ce sont des dossiers de droit commun. Et donc, analysez au cas par cas, vous verrez qu'il y a une raison ou une autre. Il n'y a aucun prisonnier politique dans ce régime, si ça n'existe pas. Si il en fallait, je pense que ce seraient d'autres noms qui seraient à Makala plutôt que ceux qui y se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, cher Janon, on parle... Bientôt, on arrêtera des gens qui ont volé pendant longtemps dans ce pays. On nous dira que ce sont des prisonniers politiques. Non, monsieur. Quand on a volé, on a sa place quelque part. On doit être sanctionné pour ça. Si on comprend bien. Et le fait qu'on soit un acteur politique de l'opposition de la majorité, ça ne peut pas nous disculper de nos responsabilités pénales. Lorsqu'on a volé, le vol étant un crime pénal, ça doit être sanctionné par la loi. Et donc aujourd'hui, que vous soyez un ancien Premier ministre, que vous soyez un ancien président de la République, que vous soyez un ancien gouverneur, que vous soyez whatever, mais si les faits sont prouvés que vous avez quelque chose à vous reprocher, que vous avez volé, et vous allez en assumer les conséquences. Merci beaucoup, nous avons compris. Alors, cher Janon, est-ce que on doit s'attendre à un dialogue pour mettre tout le monde d'accord? Nous sommes africains. Si en termes pour apaiser les esprits, qu'il n'y ait pas de chaos et ainsi de suite. Il n'y aura pas de chaos, monsieur. Il y aura des élections. Les élections, ce n'est pas le chaos. Merci. Alors, allez-y. Nous sommes africains, nous sommes congolais. Et dans notre culture africaine, nous sommes habitués à dialoguer. Okay. Rappelez-vous, lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, n'est-ce pas, il a dialogué de 2001 jusqu'en 2003. Ça nous a donné, n'est-ce pas, un gouvernement. Ça nous a donné un consensus. Lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, n'est-ce pas, en 2006 et 2011, nous avons dialogué avec les Palou pour nous donner, qui a donné la primature. Vous précisez qu'à cette époque, il y avait des contextes un peu différents. Ce sont des dialogues. Non, ce sont des dialogues. Ce sont des dialogues. On ne peut pas s'en passer. Lorsque nous sommes arrivés en 2011 jusqu'en 2018, nous sommes allés au dialogue. En 2016 jusqu'en 2018, nous sommes allés au dialogue. Jusqu'à quand? On ne peut pas. Vous comprenez? Mais la seule différence avec les FCC, qui est les dialogues, que le pouvoir pense que les FCC doivent s'aligner dans la logique des dialogues égal partage au pouvoir, nous ne sommes pas dans cette approche. Parce qu'en fin de compte, nous avons fait l'introspection. Nous ne pouvons pas avoir les pouvoirs pour le pouvoir. Or, les pouvoirs que nous possédons, c'est pour servir la population. Imaginez-vous, nous allons au dialogue, comme le souhaitent d'autres opposants. Oui. Il y a 14 individus qui seraient dans le gouvernement. Ça représente ou ça représentera quoi dans l'assiette fiscale des Congolais? Ça ne va représenter rien du tout. C'est pourquoi la logique du FCC, n'est-ce pas, il faudrait en finir avec ces pratiques de dialogue qui est ancrée dans les têtes des opposants qui sont passés 37 ans au pouvoir, qui étaient habitués dans cette logique de dialoguer, partage au pouvoir, partage au big. Nous avons renversé la tendance. Les FCC, s'il y aura dialogue, ils vont participer comme tout Congolais, mais les FCC ne prendra pas le pouvoir et tout autre gain
qui sera ressorti de ces dialogues. Pouvoir, ministère, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est important pour les FCC, c'est le devenir du Congo. C'est l'avenir du peuple congolais. Avant que nous n'en arrivions là, les FCC a tiré la sonnette d'alarme sur le fonctionnement de la CENI. Rappelez-vous, Dodo Kamba, qui était un pote du président de la République, les images sont là, vous avez vu Dodo Kamba en train de bénir, mettre ses mains sur la tête du président de la République dans l'opposition. Il peut le faire aussi avec les opposants. J'en arrive, mon cher ami. Dodo Kamba, qui est le pote du président de la République, ces derniers s'est retrouvé, n'est-ce pas, les présidents de la confession religieuse. Cette confession qui a créé, n'est-ce pas, des divergences, des fonctionnements avec l'Église catholique et l'Église protestante. À cause de l'ami du président qu'on a mis à la tête, parce que ces régimes voulaient présenter à la population congolaise ce qu'est pensé, n'est-ce pas, des élections. Ce régime est allé au-delà de nous amener un militant de l'IDPS qui est vrai en Afrique du Sud, à la personne de Kadima, comme président, n'est-ce pas, de CENI, qui a été parrainé par Dodo Kamba, qui est le pote du président. Le troisième fait, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de Kambouleta aujourd'hui, qui est afféodée à la présidence de la République par rapport à son prédécesseur, qui a eu à trancher, n'est-ce pas, les dossiers de Matata Mpogno, qui a interprété le droit pour pouvoir blanchir, n'est-ce pas, Matata Mpogno, mais le président de cette cour a été déchu pour avoir interprété le droit. On nous a mis Kambouleta en feu aux deux à la présidence de la République. Cette cour constitutionnelle et la CENI nous a amené, n'est-ce pas, à un bureau de l'Assemblée nationale auquel le régime vient de violer quelques principes, n'est-ce pas, de droit et quelques principes de sciences politiques. On ne peut pas changer, n'est-ce pas, en cours d'une législature, la majorité présidentielle. Ce n'est pas nous, ce sont des principes. Nous avons étudié les sciences politiques. Si nous sommes en train de cracher sur la mémoire de Samba Kaputo, les Kabouya Lumona et des professeurs qui nous ont enseigné le sens politique. Mais ce régime l'a fait. Ils ont basculé, n'est-ce pas, la majorité parlementaire en créant leur majorité. N'est-ce pas? C'est là où il faut savoir dissocier la pratique de la théorie. En organisant la manière dont ils ont organisé cette majorité à faire passer cette loi électorale. La loi sur la répartition des sièges, votée par l'unanimité par cette assemblée nationale, c'est là que nous sommes en train de nous dire, n'est-ce pas, la manière dont ces régimes a fait un coup d'État, ce sont des crimes d'État, n'est-ce pas? Et cela ne vous facilite pas à aller aux élections. C'est là le préalable, c'est ça la résistance du FCC. C'est là que nous disions... Il y a ceux qui pensent que, s'il vous plaît, il y a ceux qui pensent que c'est parce que vous avez échoué lorsque vous étiez au pouvoir, que vous n'avez plus d'arguments dans le président. Nous avons échoué en quoi? Nous n'avons pas échoué dans la gouvernance. Les bilans du FCC, les bilans du président de la République est un échec. Et c'est une réussite totale. Si vous voulez que je puisse vous dire, que je puisse vous en citer. Sur la question électorale, il y a une phrase qui est devenue célèbre dans la langue. S'il vous plaît, je suis dans mes minutes. Je suis dans mes minutes. Je suis dans mes minutes. Je comprends le contexte. Je suis dans mes minutes. Allez-y. Ce régime ici a hérité des institutions stables. La République, la présidence, le Parlement, les cours et tribunaux qui n'existaient pas aujourd'hui, la cour constitutionnelle, la cour de cassation, des choses qui n'ont jamais existé, que Kabila n'a jamais trouvé. N'est-ce pas? Des institutions provinciales, auxquelles ont chamboulé dans toutes les provinces.
aujourd'hui qui pèsent sur le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'administration publique. C'est là que nous, du FCC, nous nous inscrivons dans la logique des résistances en dépit des violations de tout ce dont j'ai à énumérer ici. C'est ainsi que je rappelle à Kadima. Nous avons énuméré des préalables. Alors, la dernière question, c'est que nous, il y a déjà le dépôt de candidature, des bureaux ont été ouverts. C'est quoi le message dans vos partis politiques? Vous n'allez pas déposer les candidats ou bien... Oui, effectivement. Et moi-même que vous parle, je suis candidat député provincial dans ma circonscription électorale qui est la commune d'Engalema. J'ai obéi au mot d'ordre de ma famille politique. Je ne dépose pas, je ne mobilise pas, je ne sensibilise pas, parce que ça va de soi de mon engagement vis-à-vis de notre plateforme politique. Je décline à ça. Quand bien même, n'est-ce pas, ma base les réclame. N'est-ce pas? Merci. Alors, c'est ainsi que, pour chuter, chers camarades, je suis en train de dire ici, les FCC, s'il y aura dialogue, va participer au dialogue. S'il s'agit de la question liée au partage de pouvoir, nous ne sommes pas partants. Parce que nous sommes dit, nous devrons avoir le pouvoir dans le cadre des pouvoirs servir la population. Si on veut donner le pouvoir, les ministères, à un groupe d'individus, 2, 3, 4 du FCC, ça ne va pas résoudre les problèmes des Congolais. Pour peut-être terminer avec ce débat, vous ne participez pas aux élections parce que vous n'avez pas de carte d'électeur, si je ne me trompe pas. Alors, vous demandez, il y a des préalables pour votre participation au dialogue. Au juste, vous voulez quoi? Le FCC a dit, même s'il nous reste, n'est-ce pas, 48 heures pour aller aux élections, dès lors que les préalables ne sont pas respectés, nous n'irons pas aux élections. Donc, respecter les préalables, si la CENI, vous enrôlez. Si la CENI accepte s'il vous plaît, de respecter les préalables, nous irons aux élections. Vous allez aux élections avec quoi? Donc, on va en respectant les préalables. Parmi les préalables, c'est la refondation de la CENI. La refondation de la Cour constitutionnelle, revoir la loi sur la répartition des sièges, parce qu'il y a des circonscriptions électorales qu'on a attribué des sièges, mais la CENI n'a pas enrôlé. C'est le cas, par exemple, de Kwamout. C'est le cas de... Vous d'avis qu'il fallait demander qu'on puisse vous enrôler d'abord, et puis d'autres questions viendront après. Les élections n'est pas liées, nous ne pouvons pas cautionner les élections à la carte d'électeur. Très bien. N'est-ce pas? Okay, si nous débattons ici, nous assimilons la carte d'électeur à l'organisation des élections et nous faisons un faux débat. Je pense que le temps est en train de passer, les délais. C'est le respect des préalables, c'est le respect de ces préalables que je vais citer ici, qui est, n'est-ce pas, les conditions du Front commun pour le Congo. Très bien, je pense que nous avons tous compris. Alors, cher Maloutama, quelle est votre lecture par rapport à tout ce que M. Jeannot vient de dire, parce que on a compris que vous avez demandé trop la parole. Alors, terminez et puis on conclut. Oui, bon, en fait, il faut comprendre que c'est tout simplement une fuite en avant. Le FCC est conscient de sa mauvaise gouvernance pendant toutes les années passées. Le FCC est conscient que le peuple lui en veut aujourd'hui. Et plutôt que de subir une déroute électorale, le FCC préfère opérer ce qu'on appelle une fuite en avant, c'est-à-dire chercher des prétextes pour ne pas participer aux élections et donc ne pas subir la sanction populaire au niveau du scrutin. C'est une stratégie qui est plus ou moins intelligente parce que ça leur permet de se faire passer pour populaire sans pour autant participer au scrutin. Donc je salue cette stratégie et ça vous profite apparemment. Non, c'est très habile pour eux parce qu'en fait ils se dédouanent du fait qu'ils ont mal géré ce pays pendant 18 ans. Ils se dédouanent du fait qu'ils doivent demander pardon à la population congolaise. L'ADPD s'était réjoui lorsque l'ancien président de la République avait annoncé qu'il allait parler. Parce que pendant 18 ans de mauvaise gouvernance, il n'avait jamais parlé.
Et lorsqu'il a annoncé qu'il allait parler, nous nous sommes dit, voilà, l'homme va enfin reconnaître sa mauvaise gouvernance. L'homme va avouer qui avait gagné les élections en 2006. Il va avouer qui avait gagné les élections en 2011, et ainsi de suite. Et donc, nous nous étions déjà préparés et nous étions disposés dans l'attente de cette communication importante, parce qu'il est important quand même que, ne serait-ce que pour une délivrance personnelle, que de demander pardon lorsqu'on est conscient qu'on a mal fait. Et donc, nous pensons que cette communication voulue par l'ancien président de la République est plutôt thérapeutique pour son âme personnelle. Il faut qu'il demande pardon à la population congolaise. Et donc l'ADPD attend vraiment les bras ouverts cette communication, et je pense que ça sera bénéfique et pour lui et pour la population congolaise. Parce qu'eux ont des préalables pour participer aux élections. Alors vous, comment vous vous préparez dans l'Union Sacrée chez ADPD? Je vous dis qu'il n'y a aucun, à ce stade ici, nous sommes déjà au niveau de dépôt des candidatures. Très bien. Et vous voulez nous poser des préalables de refondation de la CENI. Vous voyez très bien que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est plutôt une fuite en avant. Il faut comprendre comme tel. Et c'est tout à leur honneur, parce que la réalité, c'est qu'ils savent très bien en face de moi que le peuple congolais ne leur donnera plus sa confiance. Voilà. Et c'est ça la triste réalité. Et donc, pour éviter de subir l'affront du désaveu de la population, il faut opérer cette fuite en avant et prétexter des préalables superflus qui ne peuvent jamais être réalisés dans un monde normalement conçu. Donc, pour répondre à votre question, l'ADPD, l'Action du peuple pour la démocratie du président Johnny Luboya Mukadi Kaba, se prépare très bien pour les élections. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer ces élections. Je reviens moi-même du Congo central. D'une mission de redynamisation des comités fédéraux de l'ADPD au niveau du Congo central. Je suis revenu à Kinshasa dans la précipitation pour gérer la question de dépôt de candidature, parce que j'occupe également la fonction du président de la centrale électorale de notre parti politique. Merci. Et donc, dès que nous aurons déposé toutes les candidatures au niveau de la CENI, je vais continuer ma mission de redynamisation de nos bases et de nos comités fédéraux à l'intérieur du pays. Ça sera notamment à Kisangani, dans le Haut-Katanga, au Lualaba, en Ituri et au Nord Kivu. Merci. Et le Maniema, j'ai oublié le Maniema. Très bien. Alors, dans 30 secondes, on retient quoi aujourd'hui? La position du FCC reste inchangée. C'est la fuite en avant. En fait, merci beaucoup en conclusion pour aujourd'hui. Alors, je suis en train de rappeler au président Kadima de pouvoir reformuler son invitation, sa demande auprès de Joseph Kabila. Je ne pense pas que Joseph Kabila va répondre à l'invitation de la CENI. Les FCC, c'est une structure très bien organisée, à un bureau. Les FCC a des répondants. Les répondants directs du Fonds commun pour le Congo, c'est Raymond Tshibanda et non Joseph Kabila Kabange. Si on vous invite, vous allez partir? Invitez-moi, je ne pense pas que je vais répondre, parce que moi si on vous invite, vous les FCC. Si on invitait les FCC, parce que jusque-là, les FCC n'ont pas encore reçu l'invitation de la CENI. Il y a quelqu'un qui va répondre dans les comptes du FCC. Très bien. Vous savez qu'il y a quelques membres du FCC qui sont à la CENI. La CENI, il n'y a aucun membre de la CENI qui a été, n'est-ce pas, qui représente, il n'y a aucune personne qui représente les FCC au sein de la CENI. Parce que si vous posez la question à AG Matembo, il peut vous brandir les demandes d'agrément du FCC au nom de la CENI. Merci beaucoup. Si vous posez à Didi Manara, s'il a un document, n'est-ce pas, lui donner l'autorisation de pouvoir séjourner au niveau de la CENI. Vous ne savez plus les gérer, que vous ne voulez pas. Il n'y a pas, les FCC n'est pas représenté à la CENI. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous avons eu l'honneur de parler sur des thématiques. Le rendez-vous est pris prochainement, chers messieurs. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et le rendez-vous est pris prochainement. Alors, à vous, internautes ainsi que téléspectateurs, merci de cette confiance que vous ne cessez de porter à Congo Buzz chez nous. Alors, au revoir et à bientôt.
Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.